de Bourgogne et membre du Conseil national de l'Ordre des médecins. Madame Guiblin, déléguée départementale de l'Agence régionale de santé. Docteur Soto, chef du service cardiologie de l'hôpital d'Auxerre, président de la commission médicale d'établissement. Docteur Da Silva Moreira, fondateur de la maison pluridisciplinaire de Puisay-Forterre. Je tiens également à remercier le docteur Mia, président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de Lyon, le docteur Cléda, qui représente le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes, Florent Delesse, mon confrère, qui est président du conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, docteur Chardon, qui est le médecin référent du conseil départemental, et le docteur Lecognac, qui va être un petit peu en retard, qui est le président de la commission médicale d'établissement de la polyclinique. Je tiens également à remercier l'ensemble des élus présents, également les représentants du monde syndical et associatif. Je finirai mes remerciements en remerciant très chaleureusement notre partenaire pour cette soirée, la société Serp Rhin-Rhône, et son directeur, M. Bévin. Je vais commencer mon intervention par quelques chiffres. En effet, la densité médicale. Alors, on parle de densité médicale. La densité médicale est le nombre de médecins spécialistes et généralistes pour 100 000 habitants. Elle est en France, en moyenne, de 437. Et seulement dans Lyon, de 284. En même temps, Lyon fait partie des 36 départements français où le nombre de médecins âgés de plus de 55 ans est supérieur au nombre de médecins âgés de moins de 55 ans. Donc, dans les années à venir, avec les départs en retraite, le déficit de médecins sur notre territoire va augmenter. Face à ce constat, nous avons voulu organiser cette soirée. Cette soirée va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, les intervenants vont prendre la parole. Dr Gérard Varret nous développera la situation médicale en Bourgogne et les pistes de réflexion du Conseil national de l'Ordre des médecins pour lutter contre la désertification médicale. Madame Guiblin nous présentera les actions de l'ARS. Dr Soto nous présentera la situation à l'hôpital. Et on finira peut-être par une note un petit peu plus optimiste avec le docteur Da Silva Moreira, qui, en créant une maison pluridisciplinaire, a permis sur Saint-Sauveur de garder une offre de soins avec une vingtaine de professionnels de santé qui travaillent dans cette maison pluridisciplinaire. Dans un deuxième temps, les différents présidents des conseils de l'ordre prendront la parole et nous parlerons de leurs problèmes spécifiques de leur profession. Dr Chardon nous présentera les actions du conseil départemental. Et le docteur Lecognac, s'il est arrivé, présentera la situation de la polyclinique. Puis, dans un troisième temps, nous aurons une phase d'échange où chacun pourra prendre la parole pour amener ses solutions ou pour poser ses questions. Voilà, je vous remercie. Je vais donner la parole au docteur Gérard Varret. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. En 2 secondes, pour me présenter, mon premier jour de vie s'est passé à Auxerre. Donc je suis natif d'Auxerre, j'ai fait toutes mes études, c'est là où j'ai connu Philippe, au lycée Jacques Amiot, après l'université à Dijon, et après, mon souhait initial était d'être médecin rural, et donc je me suis installé dans l'Aussois, qui correspondait à mon désir le plus profond d'exercer la médecine générale et la médecine de famille. Donc dans ce diaporama que je vais vous présenter, il y aura 3 chapitres. La démographie médicale déjà en France, rapidement, avec des cartes de toutes les couleurs, sachant qu'il faudra faire attention aux couleurs parce que les couleurs de l'INSEE ne sont pas les mêmes que l'adresse et ne sont pas les mêmes que l'ordre. Il faudra uniformiser plein de choses, mais ça en particulier. Deuxièmement, donc, il y aura la Bourgogne et troisièmement, Lyon. Et effectivement, vous verrez un peu 3-4 diapos qui sont extrêmement parlants. En 2 secondes, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Premièrement, 58, on va dire déjà l'assurance maladie en 45-46, une très très belle création. Mais c'était l'après-guerre, il fallait reconstruire la France, il fallait installer des services sociaux, c'était très bien. Premièrement, ça n'a pas beaucoup évolué, il y a eu des réformes un petit peu structurelles peut-être, des réformes financières bien sûr,
Et le déficit semble un petit peu s'arranger, parce que c'est le terme un petit peu consacré dans beaucoup de situations actuelles. Deuxièmement, 58, c'était la création des CHU par la réforme Debré, extrêmement très belle invention, mais qui commence à vieillir, puisque tous ces hospitalos centrés dans le système de santé, tout a été vu par les CHU pour les CHU, et ce n'est pas les groupements hospitaliers de territoire, qu'on appelle le GHT, qui vont arranger les choses dans l'état actuel. Et finalement, la médecine, je ne dis pas libérale, mais en tout cas la médecine générale, a été une grande abandonnée dans tout ce système, tout ça parce que ça marchait très bien, et on pourrait dire que le train est passé, que beaucoup de décideurs l'ont regardé passer très tranquillement, et pour en prendre une phrase, une paraphrase, je dirais, antérieurement, nous étions au port du précipice, et nous avons fait un pas en avant. Donc nous sommes dans un chaos indescriptible de la formation médicale. C'est pour ça que je vais vous décrire un petit peu déjà dans les effectifs. Alors, comme ça a été signalé, il y a toujours deux chiffres, il y a les effectifs et la densité, ce qui corrige un petit peu selon la démographie de chaque région, évidemment. Là, vous voyez, au 1er janvier 2018, 296 000 et quelques médecins inscrits à l'ordre. C'est la totalité, il y a à peu près tout le monde, sauf quelques exceptions administratives, comme les médecins de santé des armées, quelques médecins inspecteurs de santé publique qui ne sont pas inscrits. Ceci dit, les médecins des armées s'inscrivent en général à l'ordre à la cinquantaine, comme ils prennent leur retraite, pour effectuer une médecine libérale ou hospitalière. Donc vous avez les effectifs en activité totale qui vous sont démontrés depuis 2010. En activité régulière, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que finalement, l'effectif des médecins en activité régulière a baissé de 10 points au profit des médecins retraités actifs. Et vous verrez dans les chiffres que finalement, nous avons 198 000 médecins en activité régulière en France au 1er janvier. Rappelez-vous le chiffre précédent, 296 000. Donc vous avez quasiment un tiers qui sont en inactivité. Alors vous avez les retraités actifs, bien sûr, nous essayons de les convaincre de se mettre en activité temporaire, partielle, quelconque. Et c'est là un des premiers problèmes, c'est-à-dire qu'il y a eu le baby boom qui a rendu beaucoup de médecins sur le marché dans les années 70. Et c'est même ça qui a fait décider, dans les années 70, au ministère de la Santé, de se dire « Oh là là, si ça continue, on en aura trop », ils ont inventé le numerus clausus. Et si l'on veut résumer le numerus clausus, ils l'ont ouvert quand il ne fallait pas, ils l'ont fermé quand il fallait. Grosso modo, pour faire très simple. Et là, brutalement, on nous annonce un arrêt total du numérus, ce qui, objectivement, n'est absolument pas possible, pas pensable. On ne va pas mettre 50 000 médecins par an sur le marché, donc il y aura automatiquement, d'une manière ou d'une autre, une sélection qui s'opérera en reconnaissant que la sélection en PACES est une boucherie totale. C'est un chaos totalement social, sociologique, créateur d'inégalités chez les étudiants, vraiment criante. Et puis le deuxième dont on parlera peut-être, qui est l'examen classement national ex-internat, qui n'arrange pas les choses dans le choix et l'orientation des confrères. Donc parmi ces 198 000, 47% sont des femmes, et c'est quelque chose qui va augmenter régulièrement. Je vous laisse lire le ratio femmes-hommes, qui est de 47. L'âge moyen qui a été cité tout à l'heure des médecins, je reviendrai sur l'âge moyen en Bourgogne. Et ce ratio va augmenter puisque en deuxième année, il y a plus de 65% des femmes qui réussissent l'examen de PACES. Donc nous serons dans 10 ans avec une grande majorité de femmes. Elles travaillent extrêmement bien, tout le monde le dit. Le problème, c'est que le choix de carrière sera différent, puisque par principe, une femme sera une mère de famille, et il faudra qu'elle ait des enfants, qu'elle ait donc une double peine, pour ne pas dire une triple peine, et qu'elle ait à la fois un exercice. Est-ce que ce sera attractif pour faire médecin général rural? Je n'en suis pas sûr, donc c'est un choix de carrière qu'il faut faire en fonction de différents critères. À ce propos, vous avez vu que la société change, et elle change très vite. Le modèle que nous avons tous connu, dont moi j'ai fait partie comme médecin général rural, est en train de s'éteindre, avec les chiffres qui sont parlants que vous allez voir dans très peu de temps. Et le modèle que les jeunes confrères souhaitent n'est pas du tout le même. Ils donnent des arguments sociaux, familiaux, disant bah, écoutez, la médecine de papa c'est terminé, ils veulent des horaires tout à fait différents, des loisirs en plus, ce que nous n'avions pas. Il faut reconnaître, quand on travaille 70 à 80 heures par semaine, le loisir est quelque peu réduit et la vie de famille est plus que réduite. Donc ils en ont tiré des leçons. On doit dire chapeau les amis, chapeau les confrères. Simplement, le modèle va changer
dans toute l'organisation, il faut en tenir compte. Donc les groupes de spécialistes, il y en a finalement 3, la médecine générale, les spécialistes médicaux et les spécialistes chirurgicaux, même si la médecine générale a été étiquetée spécialité en médecine générale, ça n'est que dans les mots, mais pas dans les actes et ni dans les revenus. Et c'est également... Voilà une diaporama qu'il faut vraiment retenir. Spécialiste en médecine générale, c'est la chute dans la formation. Vous voyez les chiffres, 94 000 en 2010, 87 000 en 2018. Comment pouvoir remplir un désert, c'est un mot que j'aime pas trop, bon, une zone un petit peu désertifiée en médecine générale, quand les chiffres baissent régulièrement et inexorablement. Et je n'ai pas fait de projection, mais cette courbe va continuer de descendre parce que les résultats du numerus clausus relâchés un petit peu à 8500 étudiants ne donnera son plein effet que dans 7 à 8 ans. Donc nous allons avoir un gros code vague qui va continuer en attendant 2025-2026. Avec en plus l'orientation, est-ce que ce seront des médecins généralistes ou pas? Je reviendrai sur cette question, puisque c'est un problème politique pur. Quelle santé voulons-nous? Quelle organisation sanitaire voulons-nous? Et pendant très longtemps, les syndicats médicaux, l'ordre des médecins est allé voir les politiques en disant il faut absolument faire un choix, il faut décider, et ils ont décidé de ne rien décider. Donc voilà un petit peu pourquoi nous en sommes un petit peu là. Je ne dis pas maintenant, il y a eu des réformes qui sont annoncées, et bien sûr, c'est en bonne voie. Alors, la variation des effectifs des médecins généralistes, vous avez la carte France, et je ferai un zoom sur la Bourgogne et la Lyon, mais vous voyez tout de suite que Lyon est mal placé dans cette histoire-là. Je vous mets en garde contre les couleurs qui sont un petit peu petites dans la carte, mais vous voyez que Lyon, en rouge, à droite en haut, est marqué moins 5,7% en effectif, ce qui est le champion de la Bourgogne. Et de la Bourgogne-Franche-Comté, puisque je vous ai rejoint la Franche-Comté dans cette histoire-là. La Côte d'Or ne bouge pas, la Nièvre tient encore le choc, mais pour des raisons de démographie également. Saône-et-Loire baisse alors qu'elle était bonne. Enfin, vous avez tous les chiffres, vous pourrez les revoir. Et vous avez en bas à droite ce qu'on appelle une pyramide des âges, qui est en fait un champignon, puisque vous voyez que la majorité des âges où je reviendrai n'est absolument pas en faveur de la jeunesse pour l'instant, puisqu'on vous a dit que c'était plus de 54 ans, l'âge moyen dans Lyon. Variation des densités. Donc à chaque fois qu'on parle d'effectifs, il faut parler de densité rapportée à la population. Et vous voyez également que Lyon est à moins 0,6% de densité entre 2017 et 2018. C'est même sur un an seulement. Donc vous voyez que la situation ne s'arrange pas. Les médicaux, ce sont les spécialistes en chirurgie et les spécialistes en médecine. Je vous ai mis le pourcentage et les chiffres totaux, donc 105 000 médecins en activité régulière, spécialistes hors médecine générale, 43% sont des spécialisés en chirurgie, qui est toujours le top un petit peu des choix, même si ça change un petit peu maintenant, mais jusque dans les années 2010, c'était vraiment les premiers postes choisis, et 12% qui sont médecins spécialisés en médecine. Et là, vous avez évidemment une droite, à part l'année 2015, qui a posé des petits problèmes, une droite qui monte et qui croise en ciseaux la formation des généralistes. Il faudra se poser la question, pourquoi de moins en moins de généralistes et de plus en plus de spécialistes? Très sincèrement, la réponse tient élitisme, certainement pour certains au sein de l'université, on reviendra si on a 2 secondes là-dessus, et également revenus, puisque les revenus des spécialistes sont bien évidemment nettement supérieurs à celui des généralistes. Variation 2018-2017, donc vous avez l'échelle de couleurs, et Lyon et la Nièvre, je vais essayer de les pointer avec la petite flèche. Ah, zut. Bon. Voilà, avec la petite flèche ici, vous voyez. Donc une variation. Pareil pour la pyramide, ex-pyramide, champignon des âges. Et donc, vous voyez que dans les effectifs 2018-2017 sur une année, Lyon est à moins 3,1%. Il n'y a que le Jura qui le dépasse avec la Nièvre, mais c'est quand même en effectif. Et vous avez la densité, et Lyon est à moins 2% en densité en un an. Donc je pense que d'ailleurs, mon ami Alain Miard donnera des chiffres encore plus précis, peut-être tout à l'heure. L'analyse des densités, donc vous avez des ronds qui marquent un petit peu le total, un petit peu dans le département. Donc vous avez un gros rond dans la Côte d'Or et un tout petit rond dans Lyon au-dessus à gauche.
Et puis également, dans l'échelle de couleur de densité, nous sommes également dans l'orange, c'est-à-dire le plus faible. Les chirurgicaux, pareil, même évolution, avec un chiffre qui monte régulièrement, inexorablement. Plus il monte, plus les généralistes descendent. Voilà, les variations également, avec les mêmes couleurs, toujours positifs au niveau des chirurgiens, des médecins, avec également les effectifs donc dans Lyon à moins 1,4% et une densité dans Lyon à moins 2,%. Vous avez tous les autres chiffres, mais à chaque fois, Lyon, dans de très très nombreuses positions, gagne le pompon, il n'y a pas de souci. Analyse des densités, même chose, le bleu clair et le moins bon à gauche, et dans l'échelle de couleurs, alors là c'est binaire, en dessous de la médiane c'est 50-50, c'est pas la moyenne, donc vous avez également la Côte d'Or qui se voit très bien en bleu clair, et Lyon et la Nièvre qui sont en orange, donc à gauche de la médiane. Alors maintenant on va passer en Bourgogne-Franche-Comté, on va reprendre un petit peu la même construction, les effectifs et densité. Donc là vous avez le total des inscrits en Bourgogne-Franche-Comté, c'est-à-dire 10 000 médecins tout compris. Et vous avez chaque département qui a été un petit peu analysé, et vous voyez les retraités sans activité, les activités interminantes, parce qu'il n'est pas évident d'avoir une vue homogène de l'exercice médical, parce que beaucoup de généralistes font soit un petit peu d'homéopathie, un petit peu d'acupuncture, ou d'autres activités complémentaires, ce qui n'est pas de l'exercice mixte, alors que certains font également du mixte en allant en milieu hospitalier ou établissement quelconque, ce qui est d'ailleurs une orientation que l'on favorise beaucoup. Donc vous voyez dans ces chiffres des inscrits totaux, la variable un petit peu, et vous avez des retraités sans activité qui sont à 21%, ce que je vous annonçais tout à l'heure au début. La part des retraités actifs également, donc et vous avez l'orange ici, qui est Lyon, et qui est également à 12%, donc vous avez dans Lyon, parmi la Bourgogne, le plus grand pourcentage de retraités actifs. Première inscription, donc ça c'est tous les nouveaux inscrits en 2016 qui sont en activité régulière, et vous voyez que la Côte d'Or et le Doubs gagnent beaucoup et que Lyon est à 15 pendant que la Côte d'Or est à 91. Voilà, un petit peu pour donner. Et on voit que dans le pourcentage, la Côte d'Or représente 34% et vous trouvez Lyon à 5% dans les nouveaux inscrits de l'année 2018. Et évidemment, s'il n'y a pas d'arrivée, il y a aussi des fuites. Donc il y a des gens qui partent. Alors, ils partent à différents moments, souvent à l'internat. Il y a une fuite un petit peu de la Bourgogne à l'internat. D'ailleurs, l'université se pose beaucoup de questions en essayant de comprendre pourquoi, sachant que l'université de Dijon n'est pas plus mal. Simplement, il y a eu des évolutions dans les stratégies, on va dire, universitaires. Dijon formait beaucoup de généralistes dans les années 1990, et depuis, un doyen brillant d'ailleurs, a dit, mais il nous faut des unités de recherche, si on veut survivre, il nous faut INSERM et CNRS. Donc quand on fait d'un côté, on ne veut pas faire de l'autre, et ils ont donné un élitisme à l'Université de Bourgogne en laissant un petit peu de côté la médecine générale. Résultat, taux de fuite. C'est une des explications, ça n'est pas la seule, mais c'en est une. Mode d'exercice, donc je vous ai fait un petit peu, et vous voyez que dans l'année 2018, une phrase également qui est très importante dans cette diapo, 47% des médecins exercent en salariat, pendant que 40% exercent en libéral. Donc ça explique également, ça c'est la volonté des jeunes, qui sont, pour revenir, je ne veux pas trop prolonger ce diaporama qui est déjà assez long, mais je pense qu'il y a également une explication du mode de vie des médecins, et que certains jeunes qui sortent de la fac disent très bien, autant utiliser un salariat à 35 heures, avec congé, avec assurance de tout compris, plutôt que d'avoir une vie de dingue en libéral avec 50% de charge pour obtenir le même résultat. Il faut rester très pragmatique. C'est un petit peu ce qu'on peut résumer très vite pour comprendre, parce qu'il ne faut pas accuser, il faut comprendre. Dans les proportions des modes d'exercice, à l'échelle départementale, en résumé, la Nièvre et Lyon ont les variations négatives les plus importantes d'effectifs de médecins libéraux. Donc, je vais essayer de trouver avec... Voilà, la Nièvre ici, rouge, Lyon ici, rouge, variation négative. Groupe de spécialistes, pareil, donc là, ce sont un petit peu par chaque département, la part généralistes, spécialistes médicaux, spécialistes chirurgicaux, et donc vous voyez que Lyon n'est peut-être pas la dernière. Territoire de Belfort, on ne comprend pas bien, parce que c'est quand même très industrialisé, mais c'est quand même un petit territoire.
Mais en tout cas, Lyon est en 2 quasiment. Activité régulière, donc ça reprend un petit peu ce qui a été dit en introduction, la moyenne d'âge des actifs réguliers dans chaque département. Et vous voyez que Lyon est à quasiment 54 ans, pendant que la Côte-d'Or est à 48, et le Doubs à 48, la Saône-et-Loire à 50. Donc une fois de plus, le pompon. 3,5 d'actifs réguliers en 8 ans, mais de fortes disparités territoriales. Et vous voyez que dans cette variation des 8 ans, eh bien, normalement, il devrait y avoir du rose orangé, et pour être positif, il y en a quasiment qu'à Belfort. Tout le reste en bleu foncé, c'est négatif. Donc, évidemment, vous retrouvez Lyon et la Nièvre comme négatifs. Certains départements Côte-d'Or tiennent le choc, la Saône-et-Loire tient bien, le Doubs tient bien, mais d'autres ont des problèmes. Donc de fortes disparités infradépartementales. Donc là, on découpe un petit peu, c'est un petit peu peut-être difficile à lire pour certains, mais on a remis des couleurs sur chaque zone infradépartementale à l'échelle de ce qu'on appelle les bassins de vie. Alors en 2 secondes, les bassins de vie, c'est quelque chose qui a été créé par l'INSEE. Il y a aussi l'adresse qui s'y est mis, et il y a également l'IRDES. Alors c'est un petit peu les mêmes, c'est des économistes de santé. Et puis nous avons dit à l'ordre des médecins qu'il fallait parler de bassins de vie de proximité de santé. Donc on s'est axé un petit peu sur l'offre et la demande sanitaire et pas sur l'offre et la demande sociologique, ce qui n'a rien à voir. Donc les termes ne sont pas les mêmes et la définition n'est pas la même. Il faudrait justement harmoniser un petit peu tout ça au niveau politique. Par groupe de spécialité médecine générale, vous voyez que le jaune est négatif et vous avez à nouveau Lyon et la Nièvre qui sont les plus faibles. Et par groupe de spécialistes médicaux, on retrouve Lyon, puisque plus l'échelle est foncée, plus c'est élevé. Vous voyez, c'est marqué échelle de couleur selon l'échelle de valeur, du plus petit clair au plus élevé foncé. Donc la Côte-d'Or est très foncée, Lyon est très clair. Et par groupe de spécialités chirurgicaux, copier-coller, même chose. Ça, je passe un petit peu. Alors, un des premiers enseignements, une région avec de grandes inégalités territoriales pour la Bourgogne, un vieillissement du corps médical, pardon pour la faute de frappe, tout en ayant également un vieillissement de la population, puisque vous avez vu, je pense qu'en 2050, la France aurait 30% de plus de 60 ans, c'est annoncé. Il se trouve qu'il y a quelques années, je sais, une conférence auprès des politiques de Côte-d'Or, et quand je leur ai donné les chiffres, ils sont venus me voir en disant « mais comment ça se fait ?» Je dis « oui, il y a un vieillissement, c'était il y a 5 ans, et on était à 55% à peu près. Donc là, on est à 60% en 2050. Des dynamiques territoriales contrastées, on va dire hétérogènes, et des différences par groupe de spécialités qui ont été démontrées, et le département de Lyon a une problématique de désertification médicale évidente, selon tout ce que je viens de vous démontrer. Alors on le savait, mais le but de ce diaporama était de vous expliquer un petit peu pourquoi, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à des chiffres en disant « tiens, c'est pas normal, les médecins généralistes ne veulent plus travailler ». C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, les constats en activité régulière, une petite slide amusante, donc en Bourgogne, médecins généralistes, spécialistes chirurgicaux, ça reprend un petit peu sous une autre forme, avec le niveau d'âge, la part des femmes, les libéraux et les mixtes. N'oubliez pas les mixtes qui augmentent chaque année un petit peu plus, de par le désir tout à fait compréhensible, en particulier des généralistes, d'avoir une activité hospitalière. Encore faut-il leur créer des postes et leur donner un statut. Profil du médecin généraliste, libéral et mixte. Donc là, je me suis centré un petit peu plus sur Lyon. Vous avez Sens, Villeneuve, Joigny, mais on descend un petit peu plus bas sur Clamencier et Avallon, Semur-Montbard. Donc vous voyez que l'échelle est également négative de ce côté-là. Profil du médecin généraliste salarié, là c'est l'inverse, puisque nous savons que ça monte dans le désir des médecins et dans l'offre de soins qui est faite dans certains endroits. Spécialité de la médecine générale libérale et mixte densité, donc là pareil, en redécoupant sur Lyon et un petit peu la Nièvre, vous avez des zones très blanches qui sont négatives et des zones plus foncées, puisqu'on est toujours du plus clair au plus foncé, le plus clair étant en désert total, et vous reconnaissez tous les coins que vous connaissez dans Lyon en particulier. Spécialité de médecine générale salariée, donc la densité est un petit peu changée, mais comme par hasard, et vous le verrez dans une diapositive prochaine, un petit peu une des explications. Alors, les facteurs d'attractivité d'installation des jeunes médecins généralistes. Alors, vous avez une étude qui a été faite, le CGET, c'est un service qui dépend du Premier ministre
et qui, en 2015, on les avait aidés un petit peu dans cette enquête, donnait d'une part, dans les facteurs d'attractivité, les facteurs d'activité prépondérants et les autres facteurs déterminants. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, les jeunes médecins désirent une qualité, un cadre de vie offerte sur un territoire avec proximité de la mer. C'est vrai que dans les densités, la mer tient beaucoup de rôle, que ce soit l'Atlantique, à Nantes par exemple, ou le PACA. Climat agréable, agglomération de taille moyenne, distance domicile-travail entre 15 et 30 minutes, il est évident que par principe, vous éliminez le rural. L'existence et la qualité d'un projet professionnel collectif, là, c'est une nouveauté extrêmement intéressante et importante, c'est l'art de travailler ensemble, ce qui n'était pas le cas jusque-là, en tout cas, je ne dis pas récemment, mais jusque dans les années 2000, c'était un travail absolument indépendant, autonome, isolé, seul. Vous connaissez tous les cabinets médicaux des médecins de famille qui travaillaient tout seuls toute la journée, sans personne. Et puis, les possibilités d'emploi du conjoint. Alors ça, c'est un des points les plus majeurs, parce que si vous voyez en plus des femmes qui sont médecins, elles sont automatiquement en couple avec quelqu'un, et les études sociologiques ont démontré que c'était ce qu'on appelle des CSP+, donc des bacs plus 3 à 5. On ne met pas un bac plus 3 à 5 conjoints dans une zone déserte. Donc on retombe sur le problème de l'aménagement du territoire qui n'a absolument pas été fait pour le rural et où on a une des conséquences corollaires de cette histoire-là, et les jeunes ont cette volonté et c'est logique. Ensuite, dans les autres facteurs, l'accompagnement des démarches d'installation. Tout le monde sait qu'il y a 30 ans, on se débrouillait tout seul maintenant, et l'ARS est là pour ça, en grande partie, de favoriser un petit peu. L'ordre signe aussi, en particulier quand le jeune médecin vient s'inscrire, il est abreuvé de conseils X, Y et Z pour l'installation. La présence de confrères sur les territoires et de professionnels paramédicaux, parce que cet exercice, on va dire groupé, doit être groupé entre tous les professionnels de santé. Et vous verrez dans les modèles de maisons pluridisciplinaires, ça porte son nom, c'est pluridisciplinaire de santé pour retrouver un ensemble de gens qui vont travailler ensemble, mais il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble, et on viendra 2 secondes là-dessus. Et puis l'existence de services à la population, équipements, infrastructures sur tout le territoire, bien sûr établissement scolaire, un jeune couple qui s'installe, qui va avoir ou qui a déjà des enfants, veut par principe avoir un établissement, pas trop loin si possible, surtout si c'est la mère qui travaille dans le service de santé. Si elle est en plus en établissement, elle aura des horaires qui lui seront imposés. Donc, emmener un enfant à l'école quand on commence à 6 heures, ça n'est pas facile. Garde d'enfants, commerce. Donc, dans cette diapo, vous avez quasiment le résumé des facteurs d'attractivité. Si vous cochez la case sur les 6, vous êtes bon. Si déjà vous commencez la première en rural, c'est moins bon. Classification des cadres de vie. Je vais passer un petit peu parce qu'il y a une carte qui est plus intéressante après. Alors là, vous avez déjà quantifié les besoins de santé. Ça, c'est très administratif. C'est à la fois l'offre de santé, les demandes des populations, c'est la demande, et les besoins. Il faut essayer de faire tourner tout ça ensemble, multiplier les moyens de communication, faire de l'autopromotion, réduire les tâches administratives. Vous en avez beaucoup entendu parler. Les tâches administratives chez un médecin, en particulier généraliste, c'est astronomique. Et ils ont demandé, pour ne pas dire exigé à juste titre, qu'ils aient ça, et vous avez entendu parler des travailleurs qui viendraient, des adjoints, qui viendraient dans les maisons de santé pour faire certaines tâches, avec un secrétariat, enfin, bon, c'est quelque chose. La place des territoires de vie pour une meilleure accessibilité au sang, je passe, voilà un petit peu quelque chose qui va vous éclairer. Vous prenez Lyon, vous avez des axes de trafic, et maintenant on va dire où sont installés les médecins. Là, comme par hasard, sur les axes nord-sud. Et vous n'avez rien, quasiment rien, en dehors. Donc il faut féliciter nos confrères et amis qui installent des maisons pluridisciplinaires dans des zones désertes, parce que franchement, toute l'explication est dans cette diapo. Les médecins généralistes et MSP, je vous ai remis la carte un petit peu différente des MSP, donc vous voyez que la Puisaye brille, d'autres territoires de Côte d'Or aussi, mais quand vous faites le compte, vous voyez qu'il n'y en a évidemment pas assez. Alors, la maison pluridisciplinaire, notre ami en parlera tout à l'heure, c'est un modèle, c'est pas le seul, en tout cas c'est le modèle en pointe depuis quelques années, qui est à la faveur des jeunes, à la faveur des administrations, et qui est appuyé par l'ordre sans aucun problème. Les leviers d'action, ben, un petit peu, c'est les 3 priorités. Alors, d'où viennent ces propositions? Elles viennent d'un questionnaire qu'on a fait à l'Ordre national des médecins il y a 2 ans, qui s'appelle la grande consultation par Internet. On a eu un pourcentage de réponses extrêmement intéressant, où on leur avait posé une 50aine de questions et on a résumé ça. Et en fait, vous verrez
que les propositions qui ont été faites politiques retrouvent un petit peu tout cela, parce qu'on a eu des rencontres au ministère, on a eu des rencontres à différents niveaux, permettant de faire passer des messages. Première priorité, simplifier l'organisation. Ça paraît tout bête, mais on peut dire que l'organisation était de plus en plus complexe. Territoriale, des soins avec une gouvernance partagée. Gouvernance partagée, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Il faut un équilibre entre les décideurs. Il faut absolument que les médecins et les professionnels de santé du territoire soient écoutés et entendus, ce qui n'était pas le cas. Il y avait une sorte un petit de perte d'audition au ministère pendant quelques années. Quand tout le monde criait, ils n'entendaient rien. Deuxième priorité, alléger et décloisonner l'exercice professionnel des médecins. Je pourrais compléter les autres professionnels de santé, puisque tout le monde travaille ensemble maintenant, mais nous nous adressons déjà aux confrères médecins. Donc il faut alléger, décloisonner. Décloisonner, ça veut dire travailler ensemble, faciliter le travail, aller en exercice mixte et faire même, alors on pourrait dire dans les maisons pluridisciplinaires, une des solutions qu'on proposait, c'était d'avoir des sites secondaires à 10 ou 20 km où les maires pourraient passer une convention avec la maison de santé et obtenir la visite de médecins qui tournent, médecins généralistes ou professionnels de santé autres qui pourraient venir 2 ou 3 jours par semaine faire des actes médicaux pour favoriser les personnes âgées, les personnes en difficulté de mobilité et éviter, puisque maintenant il n'y a quasiment plus de visites dans l'exercice médical des médecins généralistes. Troisième priorité, ouvrir les professionnels et professionnaliser la formation des médecins. Alors, professionnaliser, ça c'est un gros combat qu'on a mené avec l'université. Pourquoi? Parce que l'université fabriquait des confrères, on va dire, pour reprendre la vieille phrase, avec une tête bien pleine. Pas toujours bien faite, en tout cas bien pleine, avec un stock de connaissances. Je pourrais dire maintenant, il faut que ce stock s'arrête, puisqu'on arrive aux données de santé, on arrive à l'intelligence artificielle, et puis on ne pourra pas emmagasiner trop de données, sinon il n'y aura plus de place. Alors que les données de santé numérique sont extrêmement intéressantes, encore faut-il travailler en France là-dessus, c'est un autre problème, donc il faut accélérer ça. Et puis la formation des médecins, c'est également, nous nous battons avec la conférence des doyens pour leur faire comprendre que des gens comme École des commerces puissent faire du management d'équipe, comme l'ordre des médecins peut faire des cours de déontologie, d'éthique, en complément des philosophes de la fac de médecine, ou apprendre à travailler ensemble, du coaching. Donc, je discutais tout à l'heure avec quelqu'un qui fait ça, je pense qu'il y a une option extrêmement intéressante, mais il faut que les universités s'ouvrent absolument à ça et comprennent qu'on ne doit pas mettre sur le marché un médecin qui n'a que des connaissances théoriques et pratiques, bien sûr. On pourrait dire qu'il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et le savoir-être était quelque peu délaissé. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire en début. Merci beaucoup. S'il vous plaît, il y a un problème, moi qui suis au deuxième rang, vous avez un truc qui est très très bien documenté, sauf qu'au niveau improprié. Au niveau Au niveau improprié, ce qui fait que c'est dommage parce que c'est tout bien documenté, mais on n'arrive pas à lire. On ne voit pas. Alors c'est un problème de lumière, un problème de tableau ou un mixte. C'est plus le vidéoprojecteur qui... Ah, je sais. C'est un picot avec un max. Je n'ai pas de support, donc si vous m'entendez, on est bon. Je suis Aline Guiblin, donc je suis la déléguée départementale de l'Agence régionale de santé dans l'Yonne. Donc concrètement, c'est une institution étatique qui vise à s'assurer, à s'efforcer de la bonne prise en charge des patients sur les territoires pour s'assurer qu'il y a un égal accès aux soins, s'assurer que les nouveaux dispositifs santé sont mis en avant et peuvent bénéficier au plus grand nombre. Donc objectif ambitieux, et après il y a la réalité du terrain dont je vais vous parler sur la mise en œuvre, en particulier sur le volet médecine de ville. Nos champs d'action sur le champ ouvert à la ville, ils sont extrêmement larges. On va revenir sur la démographie médicale qui est l'objet de la journée, mais on fait aussi plein de travail qui coparticipent à la bonne santé des personnes à travers les plans de formation sur la prévention, qui permettent de moins tomber malade et de moins consulter les médecins, donc ce qui est aussi un bon levier pour essayer de soulager les professions médicales. Accompagner les aînés, accompagner les gens en situation de handicap, etc. Champ extrêmement large.
Sur le sujet particulier de la démographie médicale, constat partagé. Je ne reviendrai pas sur tous ces chiffres que je n'avais pas de façon aussi précise. Je vous remercie, docteur. En effet, depuis 2 ans, dans l'ex-région Bourgogne, on regardait toujours la Nièvre comme la lanterne rouge de la région. Aujourd'hui, c'est nous. Donc la situation, en effet, est relativement critique et il faut s'interroger sur les suites à prendre et les conduites à tenir. On parle souvent de problématiques de sous-densité, de zones sous-denses en profession médicale, en zone rurale, vous l'avez dit, docteur. Mais aussi, et c'est le cas sur notre thématique aujourd'hui sur l'Auxerrois, on peut avoir ce genre de problématiques aussi sur certaines villes, quand même elles sont préfectures de départements, donc pôles d'attractivité économique et scolaire par exemple. Donc nouvelle problématique qui n'avait peut-être pas été forcément assez anticipée et identifiée avant ces 5-6 dernières années. Aujourd'hui, les études qui sont faites par les organismes de statistiques de santé comme l'adresse nous disent que vous êtes en difficulté et à 5-8 ans, la situation ne sera pas vraiment meilleure, on le sait. Le besoin de santé va augmenter, la population vieillissant et le nombre de médecins, on a vu les projections, va augmenter mais pas suffisamment vite. L'ouverture du numerus clausus permettra d'avoir un effet à moyen terme. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait tout de suite maintenant, parce que les gens, ils ont besoin de soins et il faut aussi trouver des leviers. La ministre de la Santé a annoncé un plan qui, pour le coup, sera mis en œuvre rapidement à mon sens, qui s'appelle Ma Santé 2022 et qui vise à travailler sur 2 sujets. On a quoi comme levier? Faire en sorte que les médecins en poste, on leur libère du temps médical pour qu'ils aient plus de temps pour soigner les patients et éventuellement prendre en charge plus de patients. Le deuxième levier, c'est faire en sorte qu'on ait des médecins nouveaux, jeunes ou moins jeunes, qui s'installent sur nos territoires. Donc 2 axes. Sur le premier axe qui consiste à chouchouter nos professionnels en exercice, faire en sorte qu'ils restent, qu'ils ne partent pas en retraite trop tôt, qu'ils aient une qualité de vie confortable ou la plus confortable possible. Qu'est-ce qu'on essaie de faire au niveau de l'ARS pour les accompagner sur ce dispositif? On les accompagne pour leur mettre à disposition des outils. Les outils, ça va être par exemple travailler sur la télémédecine. Vous êtes médecin généraliste, vous avez besoin d'avoir un recours sur une spécialité. Il y a un certain nombre de spécialités qui sont proposées, qui ont été proposées. Il y a eu des appels à projets sur lesquels on puisse positionner certains professionnels. Donc ça marche sur la dermato, etc. Ça gagne un peu de temps médical et puis surtout ça améliore normalement l'accès aux soins spécialistes pour les usagers. Donc c'est quand même gagnant-gagnant. Ça c'est un levier pratico-pratique. Certes pas suffisant parce que je n'ai pas précisé, je n'ai pas de recette magique. C'est un ensemble de dispositifs qui mis bout à bout aident et facilitent la prise en charge des patients. Le deuxième autre levier qu'on peut utiliser sur un territoire comme Lyon et en particulier comme Auxerre, si on le souhaite, c'est travailler sur le maillage existant des autres professionnels de santé qui peuvent venir en appui aux médecins. On a sur nos territoires des pharmaciens, on a des infirmiers qui ont des compétences et à qui on peut, à travers des dispositifs qui sont sécurisés et protocolisés, faire monter en puissance pour accompagner et libérer un peu de temps médical. Ce qui a été annoncé sur des dispositifs qui existaient dans d'autres régions, c'est par exemple la vaccination de la grippe dans les pharmacies et sa généralisation d'ici 2 ou 3 ans. Ça permet d'avoir accès aux soins et ça libère quelques consultations pour les médecins généralistes. Autre levier, c'est promouvoir ce à quoi s'attachent les jeunes professionnels, c'est l'exercice coordonné. Faire en sorte que les médecins ne travaillent plus seuls, mais avec d'autres pairs et d'autres professionnels type kiné, infirmier, podologue, etc. Sur ces éléments-là, en fait, on va être déployé ce qu'on appelle des assistants médicaux. On verra à compter de 2019. Concrètement, c'est se dire le médecin, il est parfois assali par des tâches administratives, la lourdeur du secrétariat, remplir les dossiers d'ALD, etc. Et ce temps on va mettre à sa disposition un professionnel de santé, un peu de type nouveau, qui aura possibilité de l'accompagner dans ses consultations et de lui libérer du temps. Ce poste qui sera financé par l'État, la contrepartie étant que le professionnel travaille en exercice coordonné avec d'autres pairs et puis qu'il augmente sa patientèle accueillie, puisqu'on lui donne du temps à côté, la contrepartie c'est ceci.
Ça, c'est des exemples concrets sur ce qu'on va essayer de mettre en œuvre sur les professionnels en exercice pour faire en sorte de leur libérer un peu de temps. Pour ce qui est des nouveaux praticiens qu'on essaye d'accompagner, moi je voudrais dire que je pense que ce n'est pas une action seulement État, ARS, c'est une action conjointe. Je crois beaucoup à l'interconnaissance des acteurs et au fait que pour faire envie, il faut rendre le territoire attractif, et que pour le rendre attractif, c'est les médecins qui en parlent le mieux. Parler de leur territoire à leur pairs, c'est les meilleurs ambassadeurs, et l'agence elle est là pour accompagner ça. Et puis c'est aussi quand on se met tous ensemble avec les autres partenaires institutionnels pour accompagner les installations qu'on peut avoir des chances de transformer des essais et de bien vendre les territoires pour que les jeunes aient envie de s'installer. C'est travailler donc se mettre tous ensemble pour aussi offrir une réponse à ces nouveaux professionnels qui viendraient sur le territoire pour rendre le territoire attractif. C'est en effet l'emploi du conjoint, la qualité des écoles, les gardes, les crèches, enfin voilà. Donc tous ces éléments-là, c'est l'idée de jouer ensemble et de jouer équipe pour essayer de transformer les essais qu'on peut avoir. Un autre élément, c'est faciliter les exercices souples de médecine. J'ai envie de faire un peu de salariat, j'ai envie de faire un peu de libéral. Enfin, l'idée, c'est que là, on ouvre vraiment depuis quelques années les différents types d'exercices pour que l'exercice puisse être le maximum à la carte. Et puis, il y a aussi, ce qui est important, un accompagnement financier à travers les aides conventionnelles ARS Assurance Maladie, qui sont des dispositifs financiers qui identifient des zones sous-denses en médecins. Pour que vous ayez une idée, au niveau français, 18% de la population est couverte par ce zonage. Dans Lyon, c'est 54% des gens, puisqu'on est en plus grande difficulté. Et quand vous êtes dans ces zones sous-denses, vous êtes éligible, pour inciter les nouveaux professionnels à s'installer, vous êtes éligible sous certaines conditions, comme celle de l'exercice coordonné, à avoir ces aides conventionnelles qui sont, somme toute, intéressantes et versées en 2 ans, qui s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça coparticipe à l'attractivité des territoires les moins denses. Et ça, on essaie de travailler au niveau départemental pour essayer d'élargir le dispositif au plus grand nombre. Donc juste pour finir, nous, en tant qu'agence sur l'Auxerrois, l'idée c'est vraiment de se dire on est en accompagnement sur les projets qu'on nous propose, c'est d'apporter un support, une écoute bienveillante, essayer de solliciter les bonnes personnes qui puissent accompagner, trouver des fonds si c'est nécessaire ou de la méthode pour porter les projets et les rédiger, parce que ça prend du temps aussi. Notre travail, c'est aussi de travailler sur la cohérence des dispositifs qui émergent à droite et à gauche pour s'assurer qu'on vise bien les priorités qu'on a au niveau de l'agence, entre autres la prise en charge des plus fragiles, les personnes qui sont le plus loin du soin, donc il y a des financements ad hoc, etc. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est faire feu un peu de tout bois pour améliorer la prise en charge des patients, donc faire en sorte qu'on ait plus de médecins, bien évidemment. Travailler de façon partenariale, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Parler positivement des territoires où on est, pour qu'on ait envie de s'y implanter. S'assurer que le territoire est maillé avec un hôpital qui tient la route, ça c'est important aussi. Et puis, remonter les manches et y aller, parce que c'est pas facile, on est tous en concurrence, et l'idée c'est d'envoyer quelque chose de positif et de valorisant pour les nouveaux professionnels. Voilà. Donc j'enchaîne. Moi, je suis François-Xavier Soto, je suis cardiologue au centre hospitalier d'Auxerre et je suis président de la commission médicale d'établissement, donc qui est la commission représentative des médecins de l'établissement. L'hôpital d'Auxerre n'échappe pas à la règle, on est dans une situation qui est compliquée, avec notamment plus de 35 postes de médecins, de postes vacants de médecins à l'hôpital. Alors, ce qui rend aujourd'hui extrêmement difficile de répondre aux missions de l'hôpital et de maintenir des activités, et ce de façon pérenne. Pour exemple, on a eu des grandes difficultés il y a 2 ans sur la pédiatrie, et vous en avez certainement entendu parler, avec une menace qui pesait sur les urgences pédiatriques. Mais on a pu recruter un pédiatre de qualité, ce qui a permis de relancer la pédiatrie au centre hospitalier d'Auxerre.
très régulièrement, dans certaines spécialités, on rencontre ce type de problématique. Donc aujourd'hui, c'est la pneumologie, mais on vient de recruter un chef de service de pneumologie qui va permettre de relancer, je pense, l'activité de ce service. On est encore en difficulté sur la gastro-entérologie. Et donc on est sans arrêt en recherche de médecins pour renforcer les équipes. Et c'est toujours extrêmement compliqué parce que, bien entendu, quand il y a des équipes où les effectifs sont plutôt faibles, eh bien, ce sont des équipes qui sont peu attractives et on a du mal à recruter. Des médecins. Donc on a un recours assez fort en intérim, sur l'intérim médical, ce qui coûte extrêmement cher à l'établissement. Et depuis quelques années, maintenant pour la deuxième année, l'hôpital est déficitaire, ce qui rend difficile le fonctionnement de l'établissement. Par ailleurs, aujourd'hui, l'hôpital d'Auxerre n'est plus isolé. On fait partie d'un groupement hospitalier de territoire qui regroupe à la fois des hôpitaux publics, que sont l'hôpital de Clamecy, de Tonnerre-la-Vallon, des structures partenaires, des structures privées. On s'ouvre sur la ville aussi, sur le médico-social. Et donc on voit bien aujourd'hui que, enfin, se met en place un mode de fonctionnement et de réflexion sur un bon nombre d'établissements pour arriver, avec ce groupement, à essayer de prendre en charge les problématiques de santé publique sur notre territoire. Alors c'est une situation, je le redis, qui est compliquée, fluctuante. Certains services se relèvent, d'autres rencontrent des difficultés. Et on voit bien que sur les 15 années à venir, il faut qu'on trouve des modes d'organisation et de fonctionnement à la fois novateurs pour arriver à remplir nos missions et aussi attractifs. Donc je pense qu'on va faire de gros efforts à venir sur les relations avec la ville. Le docteur Miard, ici présent, va participer à l'élaboration de notre projet médical de territoire. Donc ça, c'est un aspect important de s'ouvrir sur la ville. La télémédecine, notamment sur des spécialités où on a de grosses difficultés, notamment la neurologie par exemple. On ne peut pas dire, en l'absence de neurologue à l'hôpital d'Auxerre et sur les structures hospitalières du département, on ne prend pas en charge les patients qui font un accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, on fonctionne de façon tout à fait efficace avec le CHU de Dijon par télémédecine, c'est-à-dire qu'un patient qui arrive pour un accident vasculaire cérébral au centre hospitalier d'Auxerre, on a un contact direct avec un neurologue du CHU de Dijon pour la prise en charge de ces patients. Donc, ce qui veut dire que malgré qu'on ait des déficits dans certaines spécialités, on peut trouver des modes d'organisation qui peuvent nous permettre de prendre en charge les patients. Donc on va œuvrer dans ce sens pour remplir les missions qui nous incombent. On a beaucoup parlé des urgences. Les urgences, c'est un vrai problème. Mais les urgences, le problème des urgences sur l'hôpital d'Auxerre ou sur l'ensemble du groupement hospitalier de territoire, c'est pas une situation isolée. Malheureusement, dans toutes les villes de taille moyenne, on retrouve ce type de difficultés, avec les difficultés d'attirer des médecins urgentistes. C'est des exercices qui sont difficiles. Le travail aux urgences à Auxerre extrêmement pénible, certainement plus pénible qu'aux urgences du CHU de Dijon, étant donné les effectifs. Et donc les plus jeunes, forcément, sont plus attirés pour aller dans des structures où la charge de travail sera moins importante. Le deuxième aspect, c'est la modification, enfin la réforme du troisième cycle des études médicales, donc de la formation des spécialistes. Et cette réforme, notamment, est certainement peu favorable et peu attractive pour les médecins urgentistes. Jusqu'à présent, on était
médecins généralistes, on passait une capacité pour pouvoir travailler aux urgences. Et si jamais, comme ça arrive assez régulièrement, après 20 ans d'exercice aux urgences, on souhaite passer à un autre mode d'activité, cela était tout à fait possible. Aujourd'hui, avec cette réforme, eh bien, on fait une spécialité de médecine d'urgence, et quand on fait une spécialité, on ne peut exercer que cette spécialité. Donc aujourd'hui, les plus jeunes qui s'orienteraient vers la pratique de la médecine d'urgence seraient médecins de spécialité de médecine d'urgence, et ce, pour toute leur carrière. Donc on comprend bien que pour les plus jeunes, eh bien, c'est une réflexion qui est parfois un petit peu compliquée, et je pense que l'avenir des urgences en France va être assez compliqué. Donc il faut qu'on arrive à travailler à la fois avec la ville, l'hôpital, pour trouver des modes de prise en charge des patients dans l'urgence, pour que les choses se fassent au mieux. On voit qu'on est dans une période où il faut faire preuve d'inventivité et être attractif. Et on a réussi aujourd'hui, après quelques mois ou années, à nous organiser à la fois avec le département, la ville d'Auxerre, le conseil de l'ordre, la mutualité aussi qui nous a accompagnés, pour qu'on aille tous ensemble sur des congrès de médecine générale pour essayer de montrer les attraits que peut avoir l'installation dans le département, que ce soit en médecine générale ou à l'hôpital. Voilà. Je crois que les efforts, ce qui est important à retenir, c'est que c'est des efforts qui doivent être communs avec la médecine de ville, la médecine hospitalière, parce qu'un généraliste, s'il vient s'installer dans un département où on a un hôpital en grande faiblesse, il comprend très bien qu'il aura du mal à avoir un avis pour un de ses patients auprès d'un gastro-entérologue, d'un neurologue. Donc il faut que l'hôpital soit fort pour aussi que ce soit attractif pour les installations des plus jeunes médecins généralistes. Bonsoir, je suis Paulo da Silva Moreira, je suis médecin généraliste à Saint-Sauveur-en-Puisaye, je suis aussi élu puisque je suis aussi le maire de Trémilly et j'exerce donc depuis 25 ans la médecine générale, j'ai exercé 10 ans à Paris et depuis 15 ans en Puisaye. Alors lorsque je suis arrivé en Puisaye, nous étions sur notre secteur de l'ancien canton 8 médecins, 6 ans après nous n'étions plus que 3 et la problématique a commencé à être on va dire, une vraie projection sinistre pour l'avenir. Et c'est dans cette optique-là, et dans le cadre d'élus et de médecins, que nous avons choisi, avec les médecins qui étaient en place, le docteur Kemé et le docteur Karoff, de travailler ensemble et de se lancer donc, sur un projet de territoire qui serait une maison de santé pluridisciplinaire. Bien sûr, nous avions la chance d'avoir déjà à côté de nous la première maison de santé qui s'est montée à Saint-Amand-en-Puisaye, donc en Puisaye-Nivernaise. Donc nous avons bien sûr utilisé ce modèle, nous avons calqué évidemment notre mode de travail sur le projet, en invitant donc les autres professionnels de santé, donc des infirmières, un kiné, et nous étions 5 au départ dans le projet pour démarrer ce projet de maison de santé pluridisciplinaire. Donc nous avons choisi Saint-Sauveur, puisque c'était le chef-lieu de canton et c'était assez central sur le territoire. Nous avons choisi délibérément une surface ambitieuse, puisque nous avons 900 mètres carrés. Donc on a choisi d'avoir un bâtiment qui couvrirait à peu près les besoins pour un bassin de population de 20 000 habitants. Alors c'est très important de raisonner effectivement en bassin de population, parce qu'on dépasse la territorialité, puisqu'en fait on a des gens qui viennent à la maison de santé, qui viennent de la Nièvre, qui viennent du Loiret, qui viennent de Lyon également, d'Auxerre, de partout en fait. Les gens n'hésitent plus à faire 35 km, 40 km pour venir chez le médecin. Et dans la mesure où nous avons une structure qui est capable de les accueillir et de les gérer sur le long terme. Parce que
malgré tout, toute cette, on va dire, situation qui est assez anxiogène pour les patients, de savoir est-ce que nous aurons un médecin demain, combien de temps, quand est-ce qu'il y en aura un autre, est-ce qu'il n'y en aura pas d'un autre. C'est finalement très inquiétant et le modèle de maison de santé pluridisciplinaire est aussi un endroit où la rotation des professionnels de santé pourra se faire dans le temps puisque nous avons un fichier partagé. Alors, la maison de santé pluridisciplinaire, c'est un établissement donc, qui permet d'exercer en coopération entre des paramédicaux et des médicaux, donc dans l'objectif de travailler ensemble, dans l'objectif aussi de faire des délégations de tâches. Donc c'est comme ça que nous avons commencé à travailler, nous étions 10 puisque nous avons été rejoints au moment de l'ouverture en 2012 par une orthophoniste et 2 autres infirmières et une psychomotricienne. Nous avons également ouvert une antenne du CMP dans la maison de santé, ce qui était assez innovateur, ce qui est d'ailleurs toujours innovateur, puisqu'il n'y a pas d'autre CMP qui est une antenne ouverte dans une maison de santé. Nous avons également accueilli la PMI du département, M. Chardon est là, et nous avons également ouvert des personnes qui ne sont pas on va dire des paramédicaux reconnus par la CPM, à savoir un ostéopathe, une psychologue, et nous avons également l'association Ressources qui s'occupe de thérapie familiale qui viennent aussi consulter. Nous avons également une antenne du centre de dépendance qui vient assurer une permanence le mercredi. L'objectif étant, dans ce lieu partagé, de pouvoir accueillir le plus grand nombre de patients avec une pluridisciplinarité, une vision, on va dire, multi-axiale du patient. Et pour nous, médecins, ça a été l'occasion de travailler en association avec nos collègues et de faire de la délégation de tâches. Et l'outil principal de ce bâtiment, ce n'est pas que la surface, c'est surtout un logiciel de partage d'informations qui nous permet d'échanger avec nos infirmières, qui, elles, sont sur le terrain. Monsieur rappelait qu'il n'y avait plus de visite à domicile. Nos infirmières sont sur le terrain tous les jours, elles ont des téléphones portables. Elles peuvent nous écrire via des messageries internes, elles peuvent nous appeler, elles peuvent nous laisser des messages sur les fiches patients sur nos écrans. Donc on peut suivre une plaie qu'on ne peut pas évidemment suivre comme elles le font au domicile du patient. On peut également prendre des décisions si le podologue, j'ai oublié de dire podologue tout à l'heure, a un problème avec un diabétique qui a un problème de plaie au niveau d'un orteil. On peut tout à fait aussi orienter, on peut agir instantanément, c'est-à-dire que quand on nous envoie une image et quand l'infirmière ou le podologue lui dit c'est infecté, on ne va pas dire attends je vais vérifier. Il sait, il connaît son métier, il le fait depuis très longtemps, il sait très bien si le pied est en train de s'infecter ou pas, donc on prescrit immédiatement sans aller voir le patient, sans perdre de temps. Et c'est vraiment un gain et pour le patient et pour l'activité, puisque le but pour nous, ce n'est pas de travailler au maximum, mais de travailler dans une efficience qui ne nous entraîne pas justement dans cette suractivité tellement crainte par les jeunes médecins. Alors, les jeunes médecins, justement, la maison de santé pluridisciplinaire, c'est aussi un endroit où on va faire de la formation. Donc depuis 2009, nous sommes maîtres de stage universitaire à la faculté de médecine de Dijon. Nous accueillons des externes, des internes et des internes en autonomie, donc ils sont quasiment médecins, donc ils consultent. On a juste une consultation de vérification tous les soirs avec eux pour vérifier s'ils n'ont pas fait de bêtises. Donc là, s'il y a un problème, évidemment, le patient est appelé et on corrige le tir. Nous formons également des jeunes parce qu'on se rend compte à la faculté de médecine que c'est dès l'externat que l'on peut sensibiliser les jeunes à la médecine générale, parce que malgré tout, jusqu'à présent, les études de médecine, c'est essentiellement une affaire d'hôpital. Tous les stages faits par les étudiants sont malheureusement pas assez portés vers la ville, mais beaucoup à l'hôpital. Et il faut savoir que ça participe aussi parfois à la peur de s'installer en ville parce qu'on ne connaît pas. Je fais partie d'une génération de médecins qui n'a pas eu de formation de médecine générale, c'est-à-dire que j'ai fait des stages en cardiologie, en pneumologie, en pédiatrie, en gynécologie, obstétrique. Enfin, on fait des stages hospitaliers et le jour où on arrive en médecine de ville, eh ben, on n'est pas, voilà, il faut improviser, on ne sait pas ce que c'est que la gestion multitâche. Le patient, il ne va pas nous parler que de son cœur ou que
ou que de sa respiration. Il va nous parler de son sommeil, de ses problèmes affectifs, de ses problèmes de circulation veineuse, des choses qui pour lui sont importantes, mais qui pour un circuit hospitalier pourraient paraître, on va dire, désuètes. Voilà, donc il faut savoir que le fait de former tous ces jeunes qui viennent à la maison de santé, c'est aussi leur apprendre qu'ils peuvent aussi aller chez l'infirmière le matin, voir comment le podologue travaille, voir ce que c'est que l'orthophonie, voir ce que c'est que la psychomotricité, voir ce que c'est que la PMI, assister à des consultations de débriefing de nos patients suivis au CNP et avoir une approche psy du patient qui est très différente de la nôtre. Hein, quand on passe pendant plusieurs séances 45 minutes avec un patient, il y a des choses qu'on ne nous dit pas et c'est normal. Hein, chacun est là pour sa part d'échange et ça nous permet aussi de faire un travail de synthèse qui permet en fait une meilleure gestion du patient. Nous accueillons également des infirmières, des élèves infirmières qui viennent aussi en stage et que nous recevons en consultation. Pour elles, c'est aussi très enrichissant parce qu'elles disent on n'a jamais accès à une consultation de médecin et c'est important aussi pour elles de voir comment on consulte. C'est pas forcément, on va dire, inné. Hein. On ne sait pas tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas participé. Donc ça fait vraiment partie de la vraie formation humaine et technique du métier de médecin, d'infirmière, de pédicure, de kiné. Donc l'échange est bien plus vaste que la gestion du dossier médical partagé. Voilà, donc c'est un modèle d'exercice qui n'est pas évidemment la panacée, qui n'est pas le seul, mais c'en est un qui est porté actuellement par les facs de médecine. Pour notre part, vous savez qu'on est dans une proximité géographique aussi avec le bassin parisien, donc je viens de Paris 7, ma collègue aussi vient de Paris 7, donc nous avons mis en place un partenariat avec la faculté de médecine de Paris 7 et nous accueillons maintenant des étudiants de Paris qui viennent, des internes qui viennent en stage, qui sont ravis d'ailleurs, ça fait maintenant 1 an qu'on a des internes de Paris. C'est plutôt une expérience positive. Ils découvrent, on va dire, un travail intelligent, ils découvrent une façon de travailler qui respecte le patient, qui respecte le temps de repos, qui respecte le bien-être de tout le monde. C'est-à-dire que les médecins épuisés, effectivement, qui travaillent jusqu'à plus d'heures, ça fait fuir les médecins qui viennent pour apprendre. Hein. Ils ne veulent absolument pas vivre ça. La société change, pour les médecins aussi, hein, qu'ils soient femmes ou hommes d'ailleurs, hein, il faut quand même préciser, hein, tout le monde a droit à une vie de famille, une vie culturelle, une vie sportive, et les jeunes médecins sont partis sur cette orientation aussi, et c'est normal, il ne faut pas stigmatiser les jeunes médecins parce qu'ils sont différents de leurs aînés, c'est comme ça. Alors la maison de santé, c'est aussi un endroit où on peut faire des projets. Alors on a parlé tout à l'heure de télémédecine, hein, donc nous on est évidemment partie dans le projet, hein, donc on travaille avec la cardiologie pour ce qui concerne le télédiagnostic, puisqu'en télémédecine, il faut rappeler, il y a deux axes, hein, c'est le télédiagnostic qui se passe avec la cardiologie par exemple, pour nous c'est des enregistrements Holter électro sur 24 heures, et puis pour la dermatologie avec un dermatologue auquel on envoie une fiche technique d'observation et des images haute définition pour avoir un avis, ce qui empêche, ce qui évite aux patients plutôt d'aller courir à Auxerre ou perdre du temps, et là on règle les choses finalement avec une fiche live et c'est très bien. C'est une consultation qui se passe évidemment entre 2 médecins et le patient, avec leur accord évidemment. Et puis la télémédecine, alors là encore c'est un sujet qui dépend aussi de beaucoup de techniques, puisque vous savez qu'il faudrait de la fibre partout, hein, si on veut faire de la télémédecine. Donc un vrai sujet politique et technique, et malheureusement tout le département n'est pas équipé à la mesure. Nous avons, depuis l'annonce et la publicité faite autour de la télémédecine, quand même des patients très contents qui nous disent quand je serai vieux, j'aurai pas besoin de venir à la maison de santé, je brancherai ma caméra, vous me connaissez, je vous dirai tac, 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 et on fera des consultations par télémédecine, ça rassure, parce qu'en fait, il faut quand même préciser que la télémédecine, ça ne se passe que avec des patients que l'on connaît. Hein, ça ne se passe pas entre des médecins et des patients lambda, inconnus, qui appellent en urgence ou qu'on ne connaît pas. Voilà, ça c'est très important à préciser parce que c'est pas seulement un échange télévisuel. Voilà un exemple qui maintenant tourne. Nous avons recruté un médecin qui est venu de Paris il y a maintenant 3 ans,
Nous accueillons une consoeur qui est chef de clinique au Kremlin-Bicêtre et qui est spécialiste en médecine générale également, et qui va venir travailler avec nous dans 10 jours maintenant. Elle commence là bientôt. On est en train de lui préparer un bureau. Et voilà, donc on est quand même fiers de notre organisation, de notre bonne entente, de notre outil de travail, de notre outil pour la population. Nous avons travaillé avec l'ARS au démarrage du projet pour les 5 premières années, où nous avons été financés, notamment pour le poste de la secrétaire de coordination, parce qu'il faut une secrétaire de coordination pour harmoniser tout cela, et également un financement autour de ce logiciel tellement précieux et qui nous permet de travailler en partage d'informations. Et aujourd'hui, donc, maintenant que nous avons pérennisé notre fonctionnement après 5 ans, puisque nous avons ouvert en 2012, nous travaillons maintenant avec la sécurité sociale qui gère maintenant notre fonds et les aides dans le fonctionnement qui est pérennisé aujourd'hui. Maintenant, pourquoi ces jeunes médecins sont installés à la maison de santé à Saint-Sauveur-en-Puisaye? Parce qu'il y a cet outil. Pour aucune autre raison. C'est pas pour Colette, c'est pas pour Guédelon, c'est pas pour les potiers, c'est vraiment parce qu'il y a cet outil. Cette nouvelle collègue a donc acheté une maison à Parly. Il y aurait une maison de santé à Auxerre, elle serait venue à Auxerre. Il y aurait une maison de santé à Toussy, elle serait peut-être allée à Toussy. Elle est venue à Saint-Sauveur parce qu'il y avait cet outil. Le docteur Kornmann aussi, qui est venu de Paris, elle a vu un article dans la presse, dans le Parisien, je crois, sur la maison de santé de la nôtre, de Saint-Sauveur, et voilà, elle est venue parce qu'elle s'est dit, tiens, je vais travailler en maison de santé, c'est des bonnes conditions pour venir travailler en campagne, c'est vraiment, on va dire, un projet et de travail et de vie qui peuvent tout à fait s'accorder, et en tout cas, bien préciser que tous les jeunes maintenant qui sont tentés par l'exercice de la médecine générale, on leur apprend à travailler sur ce modèle-là, et c'est un modèle qui, je pense, a encore de l'avenir devant lui, et qui permettra de résoudre un petit peu, pas complètement, les problèmes de démographie médicale, mais en attendant d'autres projets, j'espère, je pense qu'il participera un petit peu, et qu'on aura un petit peu moins de zones sous-dotées en médecins généralistes et autres professionnels de santé, puisqu'encore une fois, nous ne sommes pas simplement pour le, on va dire, comment pourrais-je dire, pour être plus précis, la tête du médecin. Nous sommes vraiment pour le partage avec des infirmières, des kinés, des orthophonistes, des dentistes. Voilà, nous sommes dans un réseau, et c'est comme ça que nous envisageons les choses pour notre activité professionnelle conjointe. Merci.